À bâton rompu est cette émission qui donne la parole à un personnage politique, un personnage économique, une grande figure, une figure emblématique, africaine, mondialement connue. Et dans un instant, nous allons rencontrer un personnage exceptionnel. Nous allons parler de politique, d'économie et surtout de l'avenir dans son pays. À tout à l'heure. Avec Anissé Georges Dolonguélé, c'est l'Union pour le renouveau centrafricain dans le rassemblement, la paix et le développement, valeur chère à son parti, l'URCA. Avec le candidat de l'URCA, Anissé Georges Dolonguélé, c'est l'avenir de la République centrafricaine. Avec le candidat de l'URCA, Anissé Georges Dolonguélé, pour un avenir meilleur de tous les Centrafricains. Merci de nous recevoir chez vous à cette émission, je dirais un tout petit peu spéciale, mais d'ailleurs conviviale. Le personnage, je dirais, la personnalité politique qui nous fait le plaisir d'être notre invité sur ce plateau, est un personnage qui, sous d'autres cieux, on aurait appelé un enfant prodige pour son pays. C'est quelqu'un d'une humilité légendaire, quelqu'un qui, de par son parcours et surtout son âge, épate et surprend plus d'une personne. Mais je l'ai entendu par moments et par endroits, souvent rester calme quand on lui balance comme ça, quand on lui dit que son pays est un pays où la guerre est récurrente, où la guerre est à répétition, un pays pratiquement au bord du gouffre. Il a écouté tout ça, il regarde et à la fin, il ne dit qu'une chose. Oui, mon pays vit d'énormes problèmes politiques. Comme vous pouvez le dire, la guerre. Mais la seule guerre qu'il faille faire aujourd'hui et que moi, je décide de faire désormais pour mon pays, c'est la guerre contre la pauvreté. De cette phrase, tout de suite, nous avons décidé de le rencontrer pour en savoir un peu plus sur sa vision politique, sur ce qu'il décidera de faire lorsqu'il briguera la magistrature suprême de son pays au présidentiel. Il est notre invité. Restez des nôtres. Avec Anissé Georges Dolonguélé, c'est l'Union pour le renouveau centrafricain dans le rassemblement, la paix et le développement, valeur chère à son parti, l'URCA. Candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle en République centrafricaine, Anissé Georges Dolonguélé est le président de l'Union pour le renouvellement centrafricain, l'URCA. Parti politique créé en 2013. Il dirige actuellement AfriPartners Consulting, un cabinet de conseil en matière économique, qu'il a créé en 2012 à Paris. De 2011 et 2001, tant pour moi, de 2001 à 2010, il a été président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, la BDEAC, dont le siège est à Brazzaville, au Congo. Il a assumé les fonctions de Premier ministre et de chef du gouvernement de la République centrafricaine de 1999 à 2001, après avoir servi comme ministre des Finances et du Budget de 1997 à 1999. Anissé Georges Dolonguélé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a auparavant fait carrière aux services centraux de la Banque centrale des États de l'Afrique centrale, c'est-à-dire la BEAC, pour ceux qui ne connaissent pas bien ce côté d'Afrique centrale, dite Afrique équatoriale, où il a successivement été inspecteur-chef de mission de 1983 à 1991. Chef d'agence et délégué du gouvernement en France de 1991 à 1994, directeur des relations financières extérieures de 1994 à 1995, directeur de l'organisation de l'informatique de 1995 à 1997 et directeur national pour la République centrafricaine en 2001. Quel parcours élogieux. Retenez aussi qu'il est titulaire d'un diplôme d'études approfondies, NDEA, en sciences économiques, de l'Université de Bordeaux, en France, d'un diplôme d'études supérieures spécialisées, c'est-à-dire un DESCS, en gestion d'entreprise de la même université. Anissé Georges Dolonguélé est âgé de 58 ans. C'est un père de famille, marié à sa tendre épouse, qu'il n'arrête pas de faire un clin d'œil à chaque fois qu'il est quelque part ou qu'il prend des grandes décisions. C'est-à-dire sa charmante épouse, Louisa Dolonguélé. On se retrouve dans un petit instant. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, vous portez tous ces casquettes pour avoir été tour à tour ministre des Finances et du Budget, comme je l'ai dit tantôt, en 1997, Premier ministre et ministre de l'Économie en 1999, président de la Banque de développement des Afriques centrales en 2001, président de l'Union pour le renouveau centrafricain en 2013, c'est-à-dire votre parti politique,
Laquelle de ces casquettes préférez-vous? La dernière, président de l'Union pour le renouveau centrafricain, président de parti. Et comment vouliez-vous qu'on vous appelle? Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous avez une expérience remarquable en politique pour avoir exercé de très hautes responsabilités en économie, pour avoir eu une formation universitaire aussi brillante, et surtout cette carrière d'économiste et en tant que cadre éminent de la Banque centrale des États de l'Afrique centrale, puis président de la BDEAC et comme consultant international. C'est-à-dire que vous avez une expérience dans le milieu politique et le milieu des affaires. Mais vous n'avez même pas 60 ans. N'est-ce pas un peu jeune pour briguer la magistrature suprême dans un pays considéré comme un pays compliqué au vu de tout son aspect politique, c'est-à-dire votre pays, la République centrafricaine? Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas trop vieux, 58 ans, pour briguer la magistrature. Mais en même temps, je suis un homme expérimenté. J'ai l'expérience de mon pays, du gouvernement, des institutions internationales. Je pense que j'ai réuni ce qu'il faut pour être utile à mon pays aujourd'hui. Avec votre prénom, je peux présumer que vous êtes chrétien. Anissé Georges Dologuélé. Mais de quelle ethnie êtes-vous? C'est vrai que dans nos pays, quand vous créez un parti politique, on essaie de voir de quelle région du pays est ce parti politique. Quand vous êtes candidat, on essaie de voir de quelle région, de quelle ethnie est le candidat. Et les électeurs s'identifient finalement au candidat en fonction de son positionnement régional ou ethnique. Dans mon cas, j'ai la chance d'être issu de plusieurs ethnies un peu partout dans le pays. Et quand vous prenez mon épouse et moi, on se retrouve à couvrir tout le pays en termes ethniques. Donc je n'ai pas ce problème, ni philosophiquement, ni dans ma manière de fonctionner. Alors, Président, cette dimension géopolitique africaine n'a-t-elle pas suffisamment divisé les Centrafricains comme ça? Oui, si aujourd'hui nous avons ces problèmes, c'est parce qu'au départ, en 1993, quand la démocratie s'est faite, elle s'est faite sur ces bases-là. Les gens se rangeaient derrière une bannière régionaliste. Et petit à petit, cela a créé des problèmes. L'armée a été divisée et chemin faisant, nous avons perdu la cohésion de l'armée. Et nous avons permis à des bandits de venir s'emparer aujourd'hui de notre pays et de massacrer les populations. Donc effectivement, cette dimension a joué un rôle très négatif. Et que comptez-vous faire pour y remédier? Écoutez, déjà le fait que je ne vive pas les problèmes de cette dimension ethnique me libère de toute pesanteur dans ma conduite de la politique. Et ensuite, à l'intérieur de mon parti, j'ai veillé à ce que, dès le départ, toutes les régions et les religions du pays soient représentées et que les Centrafricains se sentent chez eux à l'intérieur de l'URCA. Et ça se passe bien. Alors je présume que, comme tous les Centrafricains, vous parlez couramment le sango? Oui, vous savez qu'en Centrafrique, c'est la première langue que parle un enfant quand il naît. C'est après qu'il apprend le français. N'est-ce pas un élément fort pour asseoir l'unité nationale et rassembler les 80 ethnies que compose la Centrafrique? Aujourd'hui, c'est un élément fort pour les rassembler de nouveau, parce que il y a moins de 15 ans, ce peuple était très uni. Il n'y avait pas de problème, ni de religion, ni d'ethnie. Et aujourd'hui, la politique a divisé les Centrafricains, il faut les ressouder. Mais comme nous avons déjà la chance d'avoir une langue nationale, ce qui n'est pas courant en Afrique, cela permet plus facilement de ressouder les populations. L'Afrique en général, la Centrafrique en particulier, souffre terriblement des dérives du pouvoir personnel. Autant de pouvoir pour un seul homme, le président de la République. N'est-ce pas tentant d'en abuser? Un président est d'abord un être humain. Et si les institutions de la République ne sont pas suffisamment fortes pour mettre des garde-fous dans le fonctionnement d'un pays, petit à petit, l'entourage du président, ses collaborateurs font en sorte qu'il conquiert de plus en plus de pouvoir au-delà de ce que lui donne la Constitution. Il faut donc, certes, avoir une personnalité forte pour diriger nos pays qui sont des pays relativement compliqués et où l'éducation est encore à rebâtir complètement.
Mais il faut également des institutions fortes pour servir de garde-fou. Sans cela, la dérive peut arriver sans que le dirigeant ne maîtrise le mouvement. En sango? Natia Koroti iso, tamamu batatik bianazo. Si azoti teratulo, akandalo, atemola mokikbea, mola mokinzapa, yekwe, mopeti ondoni, tona ambena ndoso, tona andoti bagalezu, tona ambena ndoti ati kodoso, azo kinganguda, si tantamatene, bia, yeso mopeti sara pe, ben là comme gongbin azoti teratulo sara que moki girsa peuple, moki girsa azoti kodoni, et moki sara comme si nzapala mona mo batani moti on est encore à peu. Là si nati kodoti iso a sorongozo so ikesara a sorongozo ti bagalezo a sorongozo so idotizileti njoni et bandoda. Alors, Monsieur le Président de l'URCA, c'est vrai que nous souhaitons prochainement vous appeler Monsieur le Président de la République centrafricaine. Pour l'instant, Monsieur le Président de l'URCA, en quoi êtes-vous différent des autres personnages politiques africains? Africain, je n'aurais pas la prétention de dire que je suis différent d'eux. Au niveau de la République centrafricaine, j'ai la chance d'avoir accumulé une expérience que peu de mes concurrents auront accumulée. J'ai la chance de ne pas avoir besoin d'être président de la République pour vivre. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir une carrière qui me permet d'avoir une retraite tranquille. Donc je ne viens pas en politique pour des fins d'enrichissement personnel ou de promotion sociale. Je viens parce que j'estime qu'à ce moment de ma vie, en fonction de ce que mon pays m'a donné, il est temps que je restitue au pays tout ce qu'il m'a donné et tout ce que j'ai accumulé comme expérience. Alors c'est vrai que je vous demandais comment êtes-vous différent, comment vous sentez-vous différent des autres personnages politiques africains, mais la question que le peuple, les Centrafricains qui nous regardent, aimeraient être vraiment rassurés. Alors, c'est celle-ci. Comment allez-vous faire pour assurer les populations sur ce point essentiel, qui est aussi à l'origine de toutes les guerres en Centrafrique? Le problème centrafricain est essentiellement un problème économique. Dans un pays où petit à petit on a détruit l'éducation, où les enfants grandissent en étant des semi-lettrés, où ils n'ont aucune perspective, où avec les différentes crises politico-militaires, toutes les entreprises ont été détruites. Et donc l'État n'a plus d'entreprise pour payer les impôts et lui permettre de faire face aux dépenses régaliennes. Dans un pays comme ça, si vous ne relancez pas l'économie, vous pouvez organiser autant de forats de réconciliation que vous voulez, les crises reviendront. Parce que les jeunes ont besoin de perspectives et ils n'en ont pas. Si quelqu'un vient leur offrir une Kalachnikov en lui disant en braquant avec ça, tu peux t'enrichir, eh bien le jeune il se retrouve, il ne voit pas d'autre perspective, il va y aller. Donc l'essentiel de ma politique, si je suis élu, c'est de relancer l'économie, c'est de faire en sorte que les entreprises privées viennent massivement dans ce pays, de faire en sorte que les Centrafricains s'intéressent au secteur privé et qu'il y ait création de richesses et création d'emplois. C'est sûr qu'avec le parcours et le jeu que vous avez d'économiste, d'ailleurs c'est le fond, ce qu'on peut dire dans notre jargon, le background, c'est le fond de vos études. Vous êtes un économiste et avec un parcours et le jeu. On espère, et on espère aussi que les Centrafricains vous accorderont leur vote, pour ne pas dire que vous êtes l'homme de la situation, je présume. Monsieur le Président, une question peut-être pour détendre un tout petit peu l'atmosphère. Êtes-vous un homme généreux? Oui, je pense que je n'ai pas la réputation d'être pingre. Est-ce que vous êtes riche? J'aurais bien aimé, mais je ne suis pas pauvre. Je pense que la richesse, c'est dans le cœur. Il y a des gens très riches qui ne sont pas heureux. Il faut se contenter de ce que Dieu a permis d'avoir. C'est vrai qu'ils sont nombreux, les Centrafricains qui nous regardent. Et les Africains qui ont toujours un peu ce souci. Et cette question, on est obligé de vous la poser, puisqu'aujourd'hui, vous allez briguer la magistrature suprême de votre pays, c'est-à-dire vous vous présentez aux élections présidentielles en République centrafricaine, votre pays, ce pays que vous aimez tant. Alors, cette question est de savoir
si vous allez déclarer votre patrimoine. En Centrafrique, pour se présenter aux élections présidentielles, ce n'est pas obligatoire. En revanche, si je suis élu, le président de la République et tous ceux qui seront nommés membres du gouvernement devront déclarer leur fortune pour que chacun sache à partir de quoi il démarre. Comme ça, à la fin du mandat, on fera le point pour voir ce qui aura été accumulé en plus. Et les Centrafricains auront toujours le loisir de savoir comment est-ce qu'ils ont fait, avec quel argent ils ont accumulé tout ça. Je pense que c'est ça la transparence. Monsieur le président de l'URCA, êtes-vous un homme de dialogue? Oui, je pense que si j'ai pu, quand j'étais Premier ministre, conduire une situation très difficile avec des partis politiques qui étaient dirigés par des hommes très forts. Vous savez, entre 1999 et 2001, il y avait comme chef de l'opposition le président Kolingba, le président Dako, le Premier ministre Sabel Goumba, l'ancien Premier ministre Jean-Paul Ngoupandé, Charles Massy, de très fortes personnalités comme notre pays n'en a jamais eu et qui étaient très soudés pour faire tomber le pouvoir. Si j'ai pu gérer cette situation-là à mon jeune âge à l'époque, sans qu'il y ait de crise politico-militaire. Vous avez quel âge à l'époque? À l'époque, j'avais 42 ans. Oui. C'est que j'étais un homme de dialogue. Sinon, on aurait connu tous les désordres que le pays connaît depuis. Les seules 2 années où il n'y a pas eu de désordre militaire, c'est quand j'étais chef de gouvernement, et c'est parce qu'il y avait beaucoup de dialogue. Avez-vous des alliés sur la scène politique, monsieur le président de l'URCA? Oui, nous avons un certain nombre d'alliés et dans les prochains jours, nous allons signer des accords d'alliance. Alliance de premier tour, alliance de second tour. Et quelles sont vos relations avec les pays voisins de la Centrafrique? Je pense au Cameroun, au Congo, au Tchad, au Gabon. J'ai la chance d'avoir été connu et apprécié par ces chefs d'État puisque pendant une dizaine d'années, j'ai géré leur banque de développement. Donc je pense qu'au-delà même de ma candidature comme à la présidence de la République, ils me connaissent comme dirigeant. Donc c'est plus facile pour moi. Monsieur le Président, le mot « rénovation » accompagne le nom de votre parti, l'URCA, donc l'Union pour le renouveau centrafricain. Même vos militants s'appellent les rénovateurs. Qu'entendez-vous par là? Je pense sincèrement que tous les fondements de mon pays ont été détruits. En dehors de l'hymne national, de la devise, peut-être de la frontière, nous avons détruit notre culture. Nous avons détruit toute l'éducation traditionnelle que nous héritions de nos parents. Nous avons détruit toute la morale que nous enseignent les différentes religions. Nous ne respectons plus rien. Le respect des plus anciens, nous avons détruit ça. Nous avons détruit la notion d'État, le respect du bien public, le respect de la hiérarchie. Tout a été détruit. Et si on ne reconstruit pas tout cela, nous reconstruirons sur du sable et ça s'écroulera de nouveau. Donc le but du renouveau centrafricain, ce n'est pas de dire centrafricain, dans 5 ans, vous verrez des immeubles comme à Dubaï, vous verrez, non. C'est de leur dire, d'ici la fin de notre premier mandat, nous redeviendrons un pays normal, avec les bases d'un pays, des bases solides qui permettront dans la durée d'avoir un pays qui évitera désormais ce type de crise. Ça fait énormément plaisir d'entendre tout ça. Je sais que nombreux sont ceux qui regardent cette interview, cette grosse interview que nous accorde le président de l'URCA, Anissé-Georges Dologuélé, qui, je vous le rappelle, brigue la magistrature suprême de son pays à la présidentielle 2015. Avec Anissé-Georges Dologuélé, c'est l'Union pour le renouveau centrafricain dans le rassemblement, la paix et le développement, valeur chère à son parti, l'URCA. Avec le candidat de l'URCA, Anissé-Georges Dologuélé, c'est l'avenir de la République centrafricaine. Avec le candidat de l'URCA, Anissé-Georges Dologuélé, pour un avenir meilleur de tous les Centrafricains. À vous entendre, Monsieur le Président, tout ou presque est à refaire en Centrafrique.
vous ne parlez pas seulement de reconstruction, comme c'est souvent le cas dans les pays post-crise. Vous dites qu'en Centrafrique, l'État n'existe que de nom. Ce qui veut dire que vous allez aussi ouvrir un vaste chantier institutionnel. En avez-vous le temps? Je suis obligé d'en avoir le temps. Je pense qu'il ne faut pas se presser. Il ne faut pas vouloir saupoudrer des choses, faire du bling-bling qui se voit et qui donne l'impression qu'on a réussi une politique. Il faut construire pour l'avenir. L'URCA s'inscrit dans l'avenir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un président élu doit être suffisamment excellent pour être réélu. Ça veut dire que son parti doit être suffisamment excellent pour préparer la relève au bout du deuxième mandat. De manière à ce que vous ayez le temps de construire d'abord des fondations, d'élever les murs, et peut-être que vous laisserez la toiture et l'ameublement à d'autres pouvoirs. Il faut vraiment prendre le temps de reconstruire un pays. Et Dieu merci, nous avons toutes les potentialités qu'il faut pour aller vite, en termes de ressources naturelles, en termes de climat, en termes de richesses humaines. Donc il faut utiliser tout ça pour construire les bases solides d'un pays moderne. Et Monsieur le Président, en marge d'avoir le temps, c'est vrai que vous expliquez que vous aurez le temps, mais en avez-vous les moyens? Et surtout les moyens humains? Alors les moyens humains, c'est vrai que c'est compliqué, parce que comme je vous ai dit, pendant près de 3 décennies, l'éducation, la formation n'a fait que décliner. Mais il y a beaucoup de Centrafricains qui sont sortis, qui ont été bien formés en dehors du pays. Il faut faire appel à ceux-là. Il y a certains Centrafricains qui sont à l'intérieur du pays, qui ont eu une très bonne formation, qui peut-être pour la plupart sont en train de prendre leur retraite. Il faut faire appel à ceux-là. Et puis il y a les Africains. Un peu partout en Afrique, il y a des gens bien formés qui peuvent venir aider les Centrafricains à rattraper ce qu'ils n'ont pas pu faire. Et sur place, au bout de quelques années, nos compatriotes pourraient être formés par leurs frères d'Afrique. Donc c'est ce mix de tout qui permettra de booster la formation des jeunes, de booster leur productivité. Il est notre invité dans cette interview à bâton rompu, qu'il a accepté d'ailleurs, une interview qu'il a accepté de nous accorder, parce qu'il a une vision et comme il dit, il n'a rien à cacher. Et ce qui nous a le plus plu, c'est qu'il a décidé de ne pas jeter un coup d'œil sur les questions qu'on allait lui poser, parce qu'il dit qu'il parle avec tout son cœur à son peuple, à ses compatriotes et aussi à l'Afrique en général. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde un tout petit peu ce pays, on est très étonné de savoir qu'il y a des personnages, je dirais, non seulement publics, mais des personnages qui ont une base solide, je dirais intellectuellement, et d'expérience, comme le président de l'URCA, le président Lycée Georges Dolonguele, qui est notre invité. On se retrouve dans un petit instant. Avec Anissé Georges Dolonguele, c'est l'Union pour le renouveau centrafricain dans le rassemblement, la paix et le développement, valeur chère à son parti, l'URCA. Avec le candidat de l'URCA, Anissé Georges Dolonguele, pour un avenir meilleur de tous les Centrafricains. Alors, Président, vous dites quelque part que toutes les crises centrafricaines ont une origine commune, c'est-à-dire l'extrême pauvreté, qui, selon les derniers chiffres qui circulent, dépasse les 70%. C'est vrai que vous êtes toujours très porté sur cette jeunesse qui représente pratiquement 110% de votre peuple et votre pays. On le remarque d'ailleurs, déjà vous, avec votre longue expérience, on se rend compte que vous êtes toujours jeune parce que vous n'avez que 58 ans. Alors que vous accumulez déjà un passif, je dirais, une expérience lourde politiquement et dans le milieu des affaires. Raison de plus pour les Centrafricains de vous accorder une confiance au présidentiel 2015. En combien de temps, Monsieur le Président de l'URCA, peut-on commencer à venir à bout d'une telle situation de crise aiguë, économiquement parlant? Ça peut aller très vite. Surtout que là, c'est votre domaine, hein, c'est le domaine économique. Oui, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite parce que vous voyez, quand un peuple touche le fond et que chaque habitant a réellement le sentiment qu'on a touché le fond, chacun se demande comment peut-on en sortir.
il y a quelques années, il y avait encore le sentiment que tout pouvait aller. Mais en réalité, aujourd'hui, les gens se rendent compte qu'on a touché le fond. Donc, la volonté est commune de s'en sortir. Et quand la volonté est commune de s'en sortir, ça permet à l'État de prendre des mesures qui peuvent être très fermes. Et c'est la fermeté qui fera qu'il y aura de la vitesse dans l'implantation des, des réformes économiques. C'est l'économiste qui parle ou le politique qui parle? Les deux. Les deux. Ouais, je pense que sans fermeté, on ne peut pas diriger un pays qui a connu une telle destruction des valeurs. Il faut beaucoup de fermeté, mais avec l'adhésion de la population. Et les souffrances qu'elle vit font que aujourd'hui la population adhère à tout ce qui peut les sortir de là. Et le dirigeant doit en profiter pour prendre des bonnes mesures, les implanter avec fermeté et faire en sorte que tout le monde adhère et que ça aille vite. Un pour tous. Tous pour un. Tous pour un. Un pour tous, tous pour un. C'est la devise slogan de votre parti, l'URCA. C'est le parti bleu. Vous qui irez dans les urnes, ne vous trompez pas. C'est le parti d'Anissé Georges Dologuélé qui est l'homme de la solution en République centrafricaine. Il faut bien le reconnaître. Rappelle la solidarité africaine. C'est vrai que pour nous les Africains, un pour tous pour un, c'est vrai que c'est un esprit de grande solidarité. Comment allez-vous donner un contenu effectif à une telle valeur quand on sait l'état dans lequel vous trouverez les finances d'un pays qui n'a pas les moyens de payer les salaires? Alors, un pour tous pour un, déjà. C'est un slogan qui s'est imposé. Parce que quand j'ai décidé de rentrer en Centrafrique pendant que la Séléka écrasait la population, j'ai eu l'agréable surprise de voir à l'aéroport près de 2000 jeunes qui sont venus m'accueillir. Et le cri de guerre qu'ils poussaient, c'était un pour tous pour un. Et donc c'est un cri de guerre qui s'est imposé. Et le parti a été créé plusieurs mois après. Et c'est devenu le slogan un peu du parti. Alors, eux, quand ils ont poussé ces cris, ils viennent vous accueillir à l'aéroport et ils poussent tous des cris, un pour tous pour un. Ouais. C'était une façon de vous auréoler et de dire que c'est vous l'homme de la situation? Ils ont poussé deux cris de joie. Deux cris d'accueil. C'est un pour tous pour un et AGD Fini Tongolo. AGD Fini Tongolo. AGD, ce sont mes initiales. Fini Tongolo, en sango, ça veut dire la nouvelle étoile. La nouvelle étoile. Ce sont les deux slogans qu'ils ont trouvés et quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai découvert ça. Et depuis, dans tous les meetings du parti, ce sont les deux slogans qui reviennent, qui se sont imposés. Maintenant, pour répondre à votre question, comment faire pour redresser un pays qui est tombé aussi bas? Surtout un pays, donc surtout on n'arrive plus à payer les salaires. Tout est à construire, qu'il faut beaucoup de ressources et que précisément, nous n'avons pas ces ressources. Il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas en 2 jours que nous allons attirer des entreprises dans ce pays. Et si nous n'en tirons pas des entreprises, l'assiette fiscale ne va pas augmenter et le Trésor n'aura pas les ressources nécessaires pour faire fonctionner le pays. Donc, nécessairement, tout ce que la communauté internationale dépense comme énergie et comme argent aujourd'hui pour empêcher que le pays sombre, il faut qu'à l'élection du nouveau dirigeant, cela soit accompagné par un programme d'urgence pour relancer l'économie. Ce programme d'urgence est le minimum pour garantir la fiabilité du nouveau régime qui sera mis en place. Sinon, nous retomberons dans le même péché parce que le problème est essentiellement un problème de survie économique. Donc il faut tout de suite injecter, comme on a vu dans d'autres pays, au Mali ou ailleurs, injecter des ressources dans le pays pour relancer la machine, faire en sorte que les entreprises soient confortées, qu'elles viennent et qu'elles fassent du business. C'est la seule condition pour qu'on puisse permettre à la RCA d'avoir une relance dans la durée et dans la stabilité. Monsieur le Président, je dirais, avec votre permission, et comme vous êtes d'une humilité, je n'arrêterai pas de le répéter pour les Centrafricains, c'est un homme d'une humilité légendaire. Monsieur Anissé Georges Dologuélé, Monsieur le Président, votre projet pour rénover la Centrafrique s'articule autour de 3 grands axes. 3 grands chantiers, je dirais. La sécurité, la justice
et l'économie. Pourquoi? Quand on a posé ces 3 chantiers, il y en a d'autres. Parce que sans éducation, vous n'aurez personne pour tirer l'économie vers le haut. Mais je vous ai dit au départ qu'il fallait que l'économie redémarre. L'économie ne redémarrera jamais s'il n'y a pas de sécurité. Parce que les entreprises en ont marre d'être pillées, d'être cassées. Chaque fois qu'on investit, on sait que dans tous les cas, quand il y a une crise, l'entreprise sera cassée. C'est quelque chose que beaucoup d'hommes d'affaires ont intégré en Centrafrique depuis maintenant 20 ans. À chaque crise, les Centrafricains pillent. Et donc, il faut une sécurité qui garantisse l'investissement. Donc, l'usine, la sécurité de ceux qui viennent d'ailleurs dans le pays pour investir. Il faut la justice. Parce que quand vous mettez 1 centime dans une affaire, il faut être sûr que quand vous aurez des litiges avec l'administration, quand vous avez raison, que la justice vous donne raison. Et non pas que vous deveniez une vache à lait et que chacun cherche à tirer le maximum du peu que vous avez investi dans le pays. Ça rassure tout le monde. Et enfin, une fois que vous avez réuni ces conditions et que vous avez créé un cadre où les jeunes sachent faire quelque chose de leur vie, notamment dans les petits métiers techniques, vous donnez une chance aux entreprises de s'installer dans ce pays et à l'économie de repartir. Monsieur le Président, vous êtes invité dans cette émission à bâton rompu, une interview que vous nous accordez, et j'espère que les Centrafricains écoutent, regardent et savent exactement à qui ils devront accorder, je dirais, leur crédit à la présidentielle 2015, parce que votre parcours est très élogieux, vous êtes ce qu'on appelle vraiment une tête bien remplie, des brillantes études, une belle carrière, et vous avez coutume de dire, je l'ai entendu le plus souvent avec toujours beaucoup d'humilité, que la seule période où on n'a pas entendu des kalachnikovs ou des bruits de tir dans votre pays a été votre passage à la primature, c'est bien cela? Oui, c'est ça, ça passe inaperçu. Ça passe inaperçu parce qu'en fait, ne pas entendre des coups de feu, c'est quelque chose de normal. Donc comme c'est normal, ça passe inaperçu. Il se trouve simplement que depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, on n'a entendu que des coups de feu dans ce pays, que des rébellions armées. Avant, c'était les mutineries, qui étaient des mutineries politiques. Et ensuite, nous avons connu une série de coups d'État, des rébellions. Donc, en permanence, le pays a été secoué par des désordres armés. Donc, les gens ont tendance à oublier ces 2 années, parce que c'était 2 années normales. Et je le rappelle pour leur dire que, justement, nous devons redevenir un pays normal. Et que les coups de feu, les rébellions, les coups d'État, ce n'est pas le fait de pays normal. Quel a été votre secret pour que pendant cette période où vous étiez Premier ministre, chef du gouvernement, qu'il n'y ait pas eu de coup de feu, qu'il n'y ait pas eu de trouble dans cette Centrafrique? Justice dans le traitement de fonctionnaires, justice dans le recrutement des jeunes, équité dans le dialogue avec les partis politiques, beaucoup d'écoute, beaucoup de rigueur, beaucoup de fermeté. Je pense qu'il faut un mix de tout ça pour que... parce que c'était une période où la vie politique était agitée. Ce n'est pas les crises qui ont manqué. Nous avons connu une grève de plus de 3 mois, nous avons connu une rupture d'approvisionnement en carburant, nous avons connu des crises majeures où la population était dans la rue, mais pas de désordre armé. Parce que l'État a su dialoguer avec la population, l'État a su trouver très vite les solutions aux problèmes qui se posaient, et l'État a su respecter les hommes politiques qui donnaient de la voix et leur laisser un espace pour s'exprimer. Si vous les verrouillez, s'ils n'ont plus d'espace pour s'exprimer, ils demandent aux hommes armés de s'exprimer à leur place.
Merci de dire, c'est vrai que l'État a pu, mais cet État c'était vous. C'est vrai, hein, quand ça marque, c'est une marque d'humilité de la part de M. Anissé Georges Dologuélé, président de l'URCA. Il faut le rappeler, il faudrait savoir désormais que c'est le parti, je le crois, et c'est vrai que toute mon équipe ici croit fermement à ce mandat que vous allez briguer, c'est sûr, parce que je crois que pour les Centrafricains, il est tout à fait important de remettre ce pays dans le concert des nations. Alors, Monsieur le Président, vous parlez beaucoup de la jeunesse dans vos différents discours. Il suffit de vous entendre, il suffit de vous lire, il suffit de regarder vos différentes interventions. Vous parlez beaucoup de la jeunesse. La jeunesse en Centrafrique, c'est important pour vous. Racontez-nous un peu ça. Écoutez, j'ai créé un parti politique que j'ai offert à la jeunesse. Donc, au sein de l'URCA, quand vous prenez le bureau politique, quand vous prenez toutes les instances du parti, c'est essentiellement des jeunes. Qu'est-ce que je leur dis? Nous faisons de la politique pour vous, parce que vous représentez 70% de la population. Nous ne le faisons pas pour nous. Et si nous nous réunissons entre personnes de la même génération pour faire de la politique pour vous, nous ne comprendrons pas forcément ce que vous voulez. Je souhaite que la relève se fasse maintenant, qu'on se mette ensemble, que vous profitiez de notre expérience et que nous profitions de votre jeunesse, de votre force, de vos propositions pour qu'on puisse faire quelque chose de viable et que les jeunes sentent que c'est leur outil et qu'ils apprennent à se rendre utiles pour leur pays au sein de l'URCA. Monsieur le Président de l'URCA, Monsieur Anissé Georges Dologuélé, c'est vrai qu'on s'approche, on s'achemine vers la fin de cette émission. Nous allons encore revenir parce que certains m'auraient complètement reproché de n'avoir pas abordé cet aspect. C'est vrai que c'est toujours sur le plan sécuritaire. S'agissant de la sécurité, j'y reviens. Vous avez coutume de dire la seule période, c'est vrai, vous l'avez un peu mentionné, sans crise militaro-politique en Centrafrique. C'est celle au cours de laquelle vous avez dirigé le gouvernement. Comment avez-vous fait? Vous avez expliqué, c'est une chose. Vous êtes mis dans la coque de l'État avec tout le monde, mais c'est de dire quand même que c'était vous à la tête, c'est-à-dire vous étiez Premier ministre. Mais que comptez-vous faire pour le commun des mortels, pour ceux qui sont à l'extérieur de la Centrafrique, et même ceux qui y sont, et qui n'ont que deux grands noms qui leur reviennent toujours en tête, les Séléka et les Anti-Balaka. Alors, vous, que comptez-vous faire pour que les Séléka et Anti-Balaka mettent définitivement fin à leur sinistre compétition? D'abord, il faut savoir que les Anti-Balaka et les Séléka ne sont pas en compétition. Ils ne sont même pas en guerre. C'est récemment qu'on apprend qu'il y a des affrontements entre Séléka et Anti-Balaka. Mais pendant ces 2 ou 3 dernières années, parce qu'il y a 3 ans, les Anti-Balaka n'existaient pas vraiment, ils ont massacré les populations. Il n'y a pas eu beaucoup d'affrontements entre Séléka et Anti-Balaka, puisqu'ils ne se rencontraient pas. Donc les Séléka massacraient la population là où ils étaient, et les Anti-Balaka ont été un problème sérieux pour les populations là où ils se trouvaient. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il n'y a pas d'opposition idéologique particulière, et donc il n'y a aucune raison pour que ces 2 groupes existent. Aujourd'hui, ils sont considérés par tout le monde comme des groupes de bandits. Il y a 2 choses à faire. Les leaders ont été identifiés. Il y a un traitement réservé aux leaders, il y a un traitement réservé aux jeunes qui portent des armes. Les jeunes qui portent des armes, dès lors que vous n'avez aucune idéologie politique à atteindre, aucune idéologie philosophique à atteindre, ça devient du banditisme. La seule chose à faire, c'est de leur offrir d'autres perspectives. C'est pour ça qu'il y a des programmes de démobilisation, de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. C'est pour ça que ces programmes sont assortis d'un vaste programme de travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Cela permet d'attirer ces jeunes, de leur offrir une perspective et de faire en sorte qu'ils abandonnent volontairement les armes. Sinon, ils sont prisonniers de l'autorité des chefs qui sont essentiellement des bandits parce qu'ils n'ont pas de visée ni politique ni idéologique. Maintenant, les chefs,
ils ont toujours les moyens de laisser tomber et de dire on a fait du mal, on revient dans la République. S'ils ne le font pas, parce qu'il y a plusieurs accords, les accords de Libreville où ils se sont engagés, les accords de Bangui où ils se sont engagés. Ils n'ont pas respecté ces accords. Aujourd'hui, il y a toujours un dialogue qui continue. S'ils ne le respectent pas, il y a des instances qui existent pour les juger. Et il y a des forces armées en Centrafrique étrangères qui pourraient aller à l'affrontement. Jusqu'à présent, ces forces ne le font pas justement pour laisser une porte à une sortie honorable. Donc nous nous approchons des élections. Si ces personnalités qui dirigent des forces négatives n'obtempèrent pas, je pense qu'il n'y a pas de choix. Il faut faire ce qui doit être fait dans un pays qui doit fonctionner normalement. S'agissant de la justice, il y a certainement deux volets à distinguer. La fin de l'impunité par rapport aux tueries d'une part et l'environnement des affaires d'autre part. Par quoi allez-vous commencer? Et avec quels moyens? L'environnement des affaires, c'est essentiellement de la volonté politique. C'est prendre de bons textes et veiller à l'application des textes. Donc c'est des choses qui doivent être faites rapidement et avec fermeté. Maintenant, l'application des décisions judiciaires, cela veut dire quoi? Que quand quelqu'un a été condamné, il doit purger sa peine. Aujourd'hui, nous n'avons plus de prison. Et la seule prison qui existe à Bangui, vous avez vu que tous ceux qui rentrent dans cette prison s'évadent. Et donc tous les grands bandits qu'on a mis en prison se sont évadés, ils sont dans les quartiers. Nous devons veiller à ce que l'administration pénitentiaire se remette en place très vite et que la prison devienne un endroit bien gardé, bien sécurisé, qui permette que les juges soient confortés. Parce que finalement, un juge, à quoi ça lui sert de prononcer des peines qui ne peuvent pas être appliquées? Donc pour que la justice reparte, il faut que la chaîne pénitentiaire se mette en place jusqu'au bout. Et nous devons veiller à ça très vite. Ce n'est pas très compliqué, mais nous devons le faire. S'agissant de l'économie, la Centrafrique donne l'impression d'être un mélange de Congo-Kinshasa et de la Guinée-Conakry. Le malheur du scandale géologique, en quelque sorte. Autrement dit, richesse du sous-sol va-t-il un jour rimer avec développement? Et à quelles conditions, Monsieur le Président? Alors, le président Patassé avait l'habitude de dire « le sous-sol nourrit le sol et le sol nourrit l'homme ». Nous allons commencer par le sol. C'est une référence? Le président Patassé m'a aidé à exister politiquement. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il y a des choses qu'il a dites qui sont effectivement des phrases de référence. Alors, prenez un pays comme la RCA, 623 000 km², pas un centimètre de Sahel. Donc tout pousse partout. Nous n'avons pas besoin de notre sous-sol pour vivre. Et rien qu'avec l'agriculture et avec les potentialités d'élevage que nous avons, pour 5 200 000 habitants, nous pouvons nous en sortir. C'est un pays grand comme la France et le Benelux est réunis, il n'y a que 5 millions d'habitants. Nous pouvons avoir des grandes étendues de champs, de plantations. Nous pouvons être le grenier de l'Afrique. Cela coûtera moins cher et posera moins de problèmes que d'aller chercher des richesses minérales pour lesquelles nous ne sommes pas encore bien organisés. Par contre, le sous-sol est riche. Vous savez, la population centrafricaine est à 70%. Le sous-sol est riche, monsieur. Oui, j'en viens. La population centrafricaine est déjà à 70% agricole. Ils sont déjà des agriculteurs. Autant faire qu'ils vivent mieux. Ne transformez pas des agriculteurs en miniers. Maintenant, pour revenir au sous-sol de la RCA, comme vous dites, c'est un scandale géologique. Il y a le pétrole, il y a le fer, il y a le cuivre, l'uranium, le diamant, l'or et d'autres qui n'ont pas encore été découverts. Jusqu'à présent, ne sont exploités de manière artisanale
que l'or et le diamant. Et donc il faut une véritable politique minière et industrielle pour que les mines soient exploitées de manière moderne et que cela permette de booster la construction des investissements socio-économiques dans le pays. Pour me résumer, pour rendre heureux le Centrafricain, il faut que lui-même produise ce qui va améliorer sa vie. Et que l'État veille à ce que les minerais soient exploités de manière moderne et rationnelle pour booster le développement du pays. C'est ce mix-là qu'il faut faire. Nous arrivons au terme de cette émission, mais avant, nous allons boucler avec un dernier mot accordé à notre invité, le président de l'URCA, l'Union pour le renouveau centrafricain, M. Anissé Georges Dolonguélé. Mais avant, on se marque une pause. Avec Anissé Georges Dolonguélé, c'est l'Union pour le renouveau centrafricain dans le rassemblement, la paix et le développement, valeurs chères à son parti, l'URCA. Monsieur le président de l'URCA, comme je disais au début de cette émission, ça nous ferait plaisir de vous appeler Monsieur le président de la République centrafricaine. Ce sera sûrement chose faite. Les Centrafricains ont rendez-vous dans les urnes. Ils devront élire, vous devrez élire, votre président de la République. Il faudra quelqu'un de conviction, quelqu'un doté d'une humilité. Et nous savons tous aujourd'hui que le président de l'URCA, Georges Dolonguélé, qui dit toujours que les meetings ne sont pas son terrain favori. Parce qu'il le dit, dans un meeting, on vient écouter un homme. Par contre, lui, il aime aller vers des groupuscules d'hommes qui constituent la société centrafricaine, donc nos différentes sociétés d'ailleurs dans les pays. Je crois que c'est une approche assez louable d'aller écouter tout cela, que ce soit les médecins, les juges, les artistes, les journalistes, les hommes de communication, des hommes politiques, et tend la main à tout le monde. On l'a écouté parler des anciens chefs d'État, qui trouvent qu'il faut d'ailleurs accompagner avec toute la hauteur, parce qu'ils se réfèrent souvent à d'autres pays qui le font et des pays de réussite. Et quand on sait que c'est un brillant économiste, avec un parcours élogieux, qui ne triche pas, qu'est-ce qu'on peut dire à des frères centrafricains? C'est de lui accorder ce crédit pour être le vainqueur de l'élection présidentielle. Monsieur le président de l'URCA, Anissé Georges Dolonguélé, ce nom qui doit résonner désormais dans toute la République centrafricaine. Quel sera votre premier acte en tant que président de la République? Mon premier acte en tant que président de la République, c'est de remettre deux choses qui vont ensemble, la sécurité et la réconciliation. S'il n'y a pas les deux, aucune politique ne peut être possible dans ce pays. Sécurité et réconciliation. Vous ne pourrez pas faire de sécurité s'il n'y a pas de réconciliation. Et si vous ne pourrez pas faire, de réconciliation s'il n'y a pas de sécurité. Les deux vont ensemble et elles seront les priorités du gouvernement que je dirigerai. Maintenant que nous savons ce que vous ferez, si vous êtes élu, et nous vous le souhaitons, toute mon équipe ici réunie souhaite que vous soyez le prochain président de la République centrafricaine, il ne me reste plus aussi qu'à vous dire de parler à vos électeurs face à ma caméra, de parler à tous qui vont aller aux urnes, de parler à cette jeunesse centrafricaine que vous aimez par-dessus tout. Vous me l'avez dit tout à l'heure dans les coulisses, la jeunesse centrafricaine, c'est moi, c'est mon cœur de cible. C'est vraiment ceux que je veux voir rayonner à travers le monde. Parler à tous qui devront mettre dans l'urne un bulletin de vote, et je présume que ce sera le vôtre. Et ce sera aussi le mot de la fin. Molengetibi Africa, Aïta Timbi, Ababa Timbi, Amama Timbi, Amolengetimbi, La Sumbi, Anissé Georges Dolonguélé, Bitentan la Bitene, Dengo Gapasok et Deso, Bikieti Ga Biatala, Bigag Biatala Mantimbiape, Bigag Biatala Pasunza Pamunambi Mamboko, Biinga Ye Mingi Nati Dunia So, Titempi Gani, Bilekana Korotala. Bieti Tene, pas si soit là que Bala Soso Kekeka la Bapasi encore à paix. Bieti Tene, Koroti Béafrika soit là que Nani So Kekeka la Pikaka Teten Tambi, Mongati Béafrika la. Bieti Tene, Amon Geta la Agonan Johnny École, Awa Johnny quoi. Bieti Tene,
à ce soir que débousé à la débousé n'ati Afrika mobimba mbeto sera la paix bien titene azoti fangoyaka a fan Johnny kotayaka a gagné la mosoro mingi bien titene interactif sonati kodoti so mbeto sera motene mbiko angezando asmbi futa a yoro sombi que soyena interactif la paix bien titene à la gambeni à mon engagement fini bien Afrika. Dans la sorombi, quand tu as que mai passo, bien gaïwa si doit te sara, bien na azoti aïta la surtout nati URCA et puis na aïta surtout à ganambag timbi titene et sara bumbia ko il est quelque chose. Donc na ngoti ceux qui dasso à la gati sorogba à la guersamon getala Anissé Georges Dologuélé à la sorombi qui se rend de quoi les gars. Nous avons réservé une surprise. C'est une surprise comme ça toute simple pour clore aussi comme ça en beauté avec une petite boutade. Nous avons gardé une photo d'un personnage politique que nous croyons être... c'est vrai que c'est vous que nous avons en face, mais nous croyons être un élément clé pour la République centrafricaine. Et je crois que vous devez le connaître. Nous allons vous présenter une photo et nous aimerons simplement que vous nous donniez le nom de ce personnage politique. Anissé Georges Dologuélé, c'est bien moi. Avec Anissé Georges Dologuélé, c'est l'Union pour le renouveau centrafricain dans le rassemblement, la paix et le développement, valeur chère à son parti, l'URCA. Avec le candidat de l'URCA, Anissé Georges Dologuélé, c'est l'avenir de la République centrafricaine. Avec le candidat de l'URCA, Anissé Georges Dologuélé, pour un avenir meilleur de tous les Centrafricains. C'est terminé pour cette émission à laquelle nous souhaitons à tous les Centrafricains de se retrouver pour l'élection présidentielle, le suffrage universel qui portera à la tête de ce très très beau pays, ce pays frère, ce pays d'Afrique, un homme jeune, brillant, talentueux, avec une expérience. Et nous croyons que le président de l'URCA, le président Anissé Georges Dologuélé est l'homme de la situation. C'est terminé, je profite ici pour remercier Sylvie de Boisfleury, aux côtés duquel un homme de main, un homme à l'expérience lourde, Pierre Bédou, Hilaire Blanchard qui coordonnait tout petit peu cette émission, et la maquilleuse, et tout le monde, tous ceux qui ont permis de mettre une pointe à la réussite de cette interview. C'est terminé à bâton rompu et on donne tout simplement rendez-vous à tous les Centrafricains pour faire le très bon choix. Le choix du renouveau, le choix de leur avenir, le choix de celui qui parle leur langage, qui les comprend et qui leur donnera la place qu'il faut parce que son expérience parle. À ses différentes occupations dans son pays, il a toujours donné une place enviée à toute la jeunesse. Alors rendez-vous dans les urnes et c'est Anissé Georges Dologuélé. Avec Anissé Georges Dologuélé, c'est l'Union pour le renouveau centrafricain dans le rassemblement, la paix et le développement, valeur chère à son parti, l'URCA. Avec le candidat de l'URCA, Anissé Georges Dologuélé, c'est l'avenir de la République centrafricaine. Avec le candidat de l'URCA, Anissé Georges Dologuélé, pour un avenir meilleur de tous les Centrafricains. Au revoir.